Yasser Arafat, toujours entre la vie et la mort. Son état est stable selon un dernier bulletin de santé. Après les rumeurs contradictoires, officiellement, le leader palestinien est dans le coma. La question de sa succession est posée. Les représentants de 13 organisations palestiniennes se sont retrouvés lors d'une réunion extraordinaire à Gaza. Le calme règne dans les territoires. L'augmentation du gaz, c'est décidé, sera de 3,8%. Jean-Pierre Raffarin a accepté la proposition de Nicolas Sarkozy. Le prix du gaz suit le cours du pétrole. 10 millions de Français sont concernés par cette hausse qui entrera en vigueur avant la fin de l'automne. Les 7 acquittés du procès d'Outreau vont recevoir un acompte de 100 000 €, une reconnaissance de la responsabilité de l'État, un dédommagement pour ces hommes et ces femmes qui ont été humiliés, coupés de leurs proches. Superbe avancée de la recherche dans le domaine de la myopathie, la thérapie génique pourrait permettre de reconstituer des muscles déficients. C'est du moins le résultat obtenu sur des souris par une équipe française. Le Vendée Globe pour cette course à la voile sans escale et sans assistance. 2 femmes seulement parmi les 20 concurrents. Portrait de Annie Hardet, une mère de famille qui a mis sa passion pour la mer entre parenthèses, le temps d'élever ses 3 enfants. Madame, Monsieur, bonsoir. Il faut s'en tenir au dernier bulletin de santé officiel. Il date de 18 h. L'état de Yasser Arafat ne s'est pas aggravé, son état est stable. Quelques phrases laconiques qui écartent l'hypothèse, semble-t-il, d'une mort cérébrale clinique. Depuis 24 heures, peu ou pas d'informations filtrées de l'hôpital militaire Percy à Clamart, où le leader palestinien est dans le coma. Un mot pour résumer cette journée de vendredi. Dans les territoires, en Israël comme en France, l'attente. Yann Franti, Christelle Bertrand. La démarche est martiale, l'intervention réglée au millimètre. L'armée ne s'autorise aucun écart. Chaque mot est soigneusement pesé. Il y a 2 heures à peine, le médecin général Estripo a lu un communiqué laconique. L'état de santé du président Yasser Arafat ne s'est pas aggravé. Il est considéré comme stable par rapport au dernier bulletin de santé. Je vous remercie. Une déclaration qui n'apporte rien de nouveau, mais que tout le monde attendait avec impatience. Cela fait 48 heures maintenant que les journalistes de toute la planète guettent par dizaines le moindre mouvement, espèrent récolter quelques bribes d'informations. De l'autre côté de la rue, une poignée de partisans de Yasser Arafat se relaie désormais jour et nuit. Image insolite, ce rabbin est même venu spécialement d'Autriche pour dénoncer les extrémismes. Kéfié autour du cou, une bougie ou un drapeau palestinien à la main, ils sont là pour soutenir le vieux Raïs. J'ai passé toute la nuit, s'il faut, je passe un mois toute la nuit, toutes les nuits ici, je le fais. Et pourquoi? Parce que c'est pour l'honneur de M. Arafat. Ce soir, le président de l'autorité palestinienne reste donc hospitalisé et surveillé de près par ses médecins et soutenu moralement par ses fidèles qui vont le veiller une nuit de plus. Et en effet, loin de la France, c'est pour soutenir le dernier combat de Yasser Arafat. C'est au Liban, dans les camps de réfugiés, que les manifestations ont été les plus démonstratives. En ce dernier jour de Ramadan, plusieurs milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues, certains portant l'habit des Fédaïnes, brandissant des portraits de leur chef historique Arafat, symbole vivant de la cause palestinienne. C'est dans le calme et l'inquiétude que les Palestiniens de Cisjordanie attendent. Pas de manifestation, si ce n'est le regroupement de quelques dizaines de personnes devant la Moukata où Yasser Arafat a été assigné à résidence pendant 3 ans. Reportage sur place de notre envoyé spécial à Ramallah, Martine Laroche-Joubert, Gilles Jacquier. Ramallah, mêmes apparences que d'habitude. Nous sommes à l'entrée de la ville. Les barrages israéliens ne semblent pas plus stricts qu'avant. Ici commence le mur qui ceinture la cité. Et pourtant, Ramallah sans Arafat, personne ici ne peut s'y faire. Nous l'aimons et nous attendons qu'il revienne, souhaite ce chauffeur de taxi. S'il meurt, nous espérons que notre autorité continuera à faire du bon travail. Pas de tension particulière non plus dans le centre-ville. Les marchés sont animés, mais en ce jour de prière, chacun pense à l'absent. C'est notre chef à nous, les Palestiniens. Je prie Dieu pour qu'il revienne. Je l'attends. Drapeau palestinien en berne, l'habitation de la Moukata. Ici, derrière ces volets fermés, était assigné à résidence depuis 4 ans Yasser Arafat. Difficile de savoir ce qui s'y passe aujourd'hui. Ces hommes prennent-ils de ses nouvelles ou bien élaborent-ils des stratégies politiques, des jeux de pouvoir? Leurs réunions sont secrètes.
Par cette entrée moins fréquentée, la Moukata se dévoile comme un décor d'apocalypse. Trace des bombardements israéliens au début de la deuxième intifada. Un décor hanté. Ce garde nous dit que sans Yasser Arafat, cet endroit est vide, mais que ça ne va pas durer. Ceux-là refusent de croire les nouvelles selon lesquelles il serait dans le coma. La mort d'Arafat reste toujours un sujet tabou. Tant qu'il ne sera pas déclaré officiellement décédé, personne n'osera faire ici de pronostics sur l'avenir, mais il n'y aura pas d'effet de surprise. Les imprécisions sur l'état de santé de Yasser Arafat laissent en tout cas le temps d'organiser les obsèques du président de l'autorité palestinienne. Et c'est sans doute l'une des questions les plus épineuses qui devra être résolue rapidement. D'un côté, la volonté de Yasser Arafat qui à plusieurs reprises a exprimé le souhait d'être enterré à Jérusalem. De l'autre, la position de l'État hébreu. Dès hier, Ariel Sharon a opposé un refus catégorique. Charles Anderlin. C'est le troisième vendredi du Ramadan. Sur l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem, les prières se sont déroulées sans anicroche. Yasser Arafat veut être inhumé ici, dans la partie occidentale de l'esplanade où se trouvent déjà 6 tombes de personnages importants, notamment Abdelkader El-Husseini, un héros palestinien de la guerre de 1948, son fils Faisal, un dirigeant décédé en 2001, le fondateur de la Arab Bank, dont le caveau se trouve aux côtés de celui de l'émir Abdallah, le premier roi de Jordanie. Il faut qu'Arafat soit enterré ici, mais Sharon ne veut pas. Une revendication que le grand mufti de Jérusalem a présentée sur les grandes chaînes de télévision arabes. Selon la loi islamique, nous devons respecter, dit-il, les dernières volontés d'Arafat. Mais si les mosquées et l'esplanade sont le 3e lieu saint de l'islam, pour le judaïsme, c'est le mont sacré où furent construits les temples de Salomon et d'Hérode. Et le gouvernement israélien a une position inébranlable. Il ne sera pas enterré à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem est la ville où sont enterrés des rois juifs, pas des terroristes arabes. Les autorités israéliennes proposent une autre solution. Le cimetière de Khan Younes dans la bande de Gaza où la famille Arafat a une petite concession. Sa sœur y est enterrée. Si les Palestiniens décident d'organiser les obsèques dans la bande de Gaza, le gouvernement Sharon promet un libre accès à tous les dirigeants arabes qui voudraient venir. L'après-Arafat a déjà commencé. Sorti de la scène politique, la question de sa succession est désormais posée. Aujourd'hui, les représentants de 13 mouvements palestiniens se sont réunis à Gaza. Le Premier ministre, Ahmad Koraï, et le numéro 2 de l'OLP sont aux commandes d'une direction palestinienne intérimaire, rappelant que Yasser Arafat était un président élu et de prochaines élections, s'il devait disparaître, ne pourraient se tenir avant 2 mois. Pour l'heure, un objectif, tout faire pour éviter le chaos dans cette période de transition. Jacques Cardoz. Ahmed Koraï peut-il succéder à Yasser Arafat? Proche du Raïs, le Premier ministre de l'autorité contrôle depuis hier soir la sécurité et les finances. En 1993, il était de toutes les négociations lors des pourparlers d'Oslo. Mais aujourd'hui, il ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de la base. Il pourrait tout de même former un tandem avec Mahmoud Abbas, l'actuel secrétaire général de l'OLP. Un pouvoir à 2 têtes donc. À Koraï l'autorité, l'OLP pour Abbas. Mais dans les 2 cas, il faudra obtenir l'assentiment du peuple palestinien. Selon la loi fondamentale qui fait figure de constitution, ils ont 60 jours après la mort d'Arafat pour organiser des élections. Difficile dans un contexte d'occupation et de morcellement des territoires. Sans scrutin, Koraï et Abbas devront au moins obtenir l'accord des groupes radicaux, le djihad islamique et le très puissant Hamas. Or, Koraï et le Hamas se sont rencontrés précisément cet après-midi à Gaza. Ces derniers réclament une place à la tête de l'autorité. Enfin, que faut-il penser d'un testament qu'aurait rédigé Yasser Arafat? Selon un journal israélien, il y aurait désigné Farouk Kaddoumi, actuel dirigeant de l'OLP. Kaddoumi est un radical, adversaire des accords de paix et du dialogue avec Israël. Ce testament, Arafat l'aurait remis à son épouse, information démentie ce matin par l'autorité palestinienne. Un seul homme ferait l'unanimité dans les territoires, Marwan Margouti, figure historique, considéré comme successeur naturel. Mais il purge une peine de prison en Israël pour assassinat, un obstacle de taille. Nous retrouvons en Israël Charles Anderlin. À l'évidence, la principale controverse entre Israéliens et Palestiniens va se focaliser sur Jérusalem dans les jours et les semaines qui viennent.
Tout à fait. À l'heure actuelle, il n'y a aucun contact entre des dirigeants palestiniens et le gouvernement Ariel Sharon sur les éventuels obsèques de Yasser Arafat. Il faut dire également que ce sera le grand problème que devront résoudre les successeurs dans les territoires palestiniens de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas et Ahmed Korey. Accepter la proposition israélienne d'organiser des obsèques très importantes avec des dignitaires arabes à Gaza, ou alors poursuivre un bras de fer avec Israël sur Jérusalem. C'est ce que veut la société palestinienne, c'est ce que veulent les militants, donner à Yasser Arafat ce qu'il n'a pas eu de son vivant. Il rêvait en effet de proclamer l'État palestinien depuis l'esplanade des mosquées, au moins qu'il y soit enterré, dit la rue palestinienne. En tout cas, ces discussions, ce sera le tout premier problème qu'il faudra résoudre. Merci Charles Anderlin. La disparition de Yasser Arafat sera-t-elle l'occasion de remettre sur les rails les négociations de paix? Nul ne peut l'affirmer. Depuis Camp David, le leader palestinien, prix Nobel de la paix, laisse un bilan mitigé, fait de multiples occasions ratées. Gilles Rabine. Les accords signés ce jour de septembre 1993 n'ont jamais été appliqués, mais ils avaient suscité un immense espoir, celui d'une paix possible au Proche-Orient. Un an plus tard, le prix Nobel de la paix sera attribué à Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin. Ce Nobel n'est pas une récompense, mais un soutien, un encouragement. Les contours d'un partage de la terre de Palestine sont esquissés sur le papier des accords, mais chacun des deux dirigeants doit encore le faire accepter par son camp. Yitzhak Rabin le paiera de sa vie. Le 5 novembre 1995, il est assassiné juste après ce chant de paix. Arafat ne pourra pas assister aux obsèques. Elles ont lieu à Jérusalem. Il les suivra à la télévision. Et il faudra 5 ans pour qu'une négociation reprenne vraiment à Camp David avec Ehud Barak sous le parrainage de Bill Clinton. Un échec dont Arafat et les Palestiniens seront tenus pour responsables. Ils estiment, eux, que leur demande est claire. C'est les frontières de 67, c'est Jérusalem-Est, c'est le droit au retour avec des garanties pour Israël. Et maintenant, c'est aux Israéliens de venir à eux. La deuxième intifada commence, Arafat ne pourra ou ne voudra rien faire pour la stopper. En jouant la politique du pire avec Ehud Barak et en torpillant toute possibilité d'accord, Arafat a fait perdre à son peuple une occasion unique et pour longtemps. Il est inenvisageable qu'un dirigeant palestinien, demain, puisse accepter bien moins que ce qu'Arafat a refusé. En un mot, la disparition d'Arafat ne changerait pas beaucoup la donne parce que le prix Nobel n'a pas su trouver le chemin de la paix. En France, dans l'actualité de ce vendredi, les 7 acquittés du procès d'Outreau vont recevoir un acompte de 100 000 €, une reconnaissance de la responsabilité de l'État, un dédommagement pour ces hommes, pour ces femmes qui ont été humiliés, coupés de leur famille, victimes des dysfonctionnements et des errements de la justice. Amaury Guibert, Marianne Masse. Un nouvel appartement, des travaux à réaliser rapidement pour accueillir enfin son fils. David Brunet repart de zéro. Lui, l'acquitté d'Outreau, dont la situation matérielle est devenue critique après l'affaire. Moi, à l'heure actuelle, je fais un CES, c'est-à-dire 4 heures par jour. Et les revenus, c'est 3 700 par mois. Donc c'est pas suffisant pour pouvoir acheter tout ce qu'il faut acheter et puis pour pouvoir manger à sa faim. Pour lui et les 6 autres acquittés, 100 000 €. Décision de la chancellerie après des semaines de négociations. Un premier acompte sur leur indemnisation avant d'aller plus loin. Il est clair aujourd'hui que pour chacun d'entre eux, l'indemnisation globale sera supérieure à cette somme de 100 000 €. Et donc la possibilité de verser cette avance m'est apparue possible et je viens de donner cette instruction aujourd'hui même pour qu'elle soit versée le plus rapidement possible. L'indemnisation globale, elle, doit encore être négociée. Mais pour Roselyne Godard, comme pour les autres acquittés d'Outreau, l'argent ne suffira sans doute pas. Quoi qu'il arrive, jamais on ne pourra effacer ce que nous avons vécu, ce cauchemar. Bien sûr, ces indemnités nous étaient nécessaires pour pouvoir repartir un peu de l'avant, avoir un peu plus de force dans la vie. Il y a les indemnisations, mais aussi le travail fait par la justice après les dysfonctionnements mis en lumière par l'affaire. Une commission a fait les premières propositions, mieux contrôler l'instruction, la détention provisoire, avec l'objectif peut-être d'éviter une nouvelle affaire d'Outreau. Devant la cour d'assises de Lyon, la suite du procès d'Émile Louis. Une journée où ont été dénoncées l'inertie des services sociaux et puis au moment d'une suspension de séance, Émile Louis a été pris d'un malaise. L'audience ne reprendra que lundi. Dominique Verdaillan, Sylvain Gauthier. Troisième audience écourtée, pris d'un malaise, Émile Louis rejoint la prison. C'est pourtant pour un témoin attendu que la journée fut plus éprouvante.
Mon métier, c'était d'être directeur d'établissement, pas gendarme. Avec une assurance et un aplomb déconcertant, Pierre Charrier se veut au-dessus de tout soupçon. L'homme dirigeait l'institut médico-éducatif où étaient scolarisés 4 des 7 disparus. Je les pensais en fugue, dit-il fermement. On n'avait pas de nouvelles, elles étaient majeures. Je pense avoir fait le nécessaire. J'ai fait mon travail. C'est tout, j'ai fait mon travail. Vous seriez directeur d'établissement, je vous souhaite d'en faire autant. Hein? Pour vous, elles étaient en fugue. Mais elles furent. Je n'étais pas leur tuteur. Elles ont des tutrices, elles ont une administration. Donc vous attendiez qu'elles reviennent? Si dans la vie il n'y a pas d'espoir, monsieur, et si vous n'avez pas d'espoir, je vous plains. Désintérêt ou conspiration? Jocelyne Jussot était la secrétaire de l'Institut. On me faisait marquer fugue dans les dossiers, se souvient-elle. Aujourd'hui encore, pouvoir en parler lui semble difficile. C'était assez rigide, donc on n'avait pas le droit quand même de s'exprimer trop. Et on vous expliquait les raisons pour lesquelles il ne fallait pas s'exprimer? C'était un fonctionnement autoritaire, donc on ne peut pas s'exprimer quand c'est comme ça. Ne prononcez pas le mot dysfonctionnement devant les 2 inspectrices qui ont enquêté sur les services sociaux. Elles le réfutent. Elles acceptent à la limite le terme défaillance de communication et d'investigation. Bref, tout ce dossier n'aurait souffert que d'une seule chose, une mauvaise gestion administrative. La facture de gaz augmentera cet automne de 3,8%. C'est moitié moins que ce qu'envisageait le président de Gaz de France. Jean-Pierre Raffarin a finalement accepté la proposition du ministre des Finances qui était à Saint-Nazaire cet après-midi. On ignore pour l'instant à quelle date cette hausse entrera en vigueur. Une hausse qui avait fait l'objet d'un début de polémique ces derniers jours. Sont concernés par cette augmentation du prix du gaz plus de 10 millions de Français. Le prix du gaz qui est indexé sur celui du pétrole. Séverine Lebrun, Patrice Vogère. La cheminée, cette famille l'a installée l'année dernière et elle en profitera tout l'hiver. Leur pavillon est pourtant équipé d'une installation au gaz, mais cela coûte cher, 1 500 € par an. Alors tout est bon pour faire des économies. L'augmentation des tarifs juste avant Noël tombe plutôt mal. Le budget de la famille n'est pas extensible. Il va falloir faire quelques sacrifices. Essayer de faire des économies en chauffage, c'est pas évident, surtout ça après ça dépend du climat. Après il faut prendre sur autre chose, sur un loisir ou sur autre chose. Surtout qu'à la limite les salaires d'aujourd'hui ne montent pas. Même désarroi chez les horticulteurs. 25 000 m² de plantes à chauffer, comme ces poinsettias du Mexique habitués à des températures tropicales. La facture de gaz, 170 000 € par an. La moindre augmentation a de très lourdes conséquences sur le budget de l'entreprise. Si on ne peut pas augmenter nos prix de vente de produits, il faudra ou moins chauffer les serres, ou moins produire, ou demander des aides à l'État. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement de quelle façon on va pouvoir sortir de cette crise. Si le prix du gaz augmente, c'est tout simplement parce qu'il est indexé sur celui du pétrole. Cette règle prévaut dans tous les contrats d'importation depuis une vingtaine d'années. Du coup, quand le pétrole flambe, le prix du gaz suit. Certains se demandent depuis quelques années s'il ne faudrait pas trouver pour le gaz d'autres mécanismes d'indexation, indexer par exemple le gaz sur le prix de l'électricité, indexer le gaz sur l'inflation, indexer le gaz. Bon, différentes propositions ont été faites. En attendant, il va falloir s'habituer à une énergie plus chère. En France, 10 millions de foyers sont équipés d'une installation au gaz. Jean-Pierre Raffarin en Corse aujourd'hui. Le Premier ministre a souhaité apporter d'abord un témoignage de soutien aux gendarmes, à leurs familles, après les attentats de ces dernières semaines. Sa visite, la 5e depuis qu'il est à Matignon, est consacrée essentiellement à l'emploi et au développement économique de l'île. Jean-Baptiste Prédaly sur place et Alain Dubas. Voilà, vous reconstruisez le monde? Oui, à peu près, oui. Bon. Laissez la Corse seulement. La Corse seulement. Et reconstruire la Corse, tous les gouvernements s'y essayent en vain depuis 30 ans. Cette fois, Jean-Pierre Raffarin est venu seul, sans ministre de l'Intérieur. Il a fait quelques pas dans les rues d'Ajaccio. Par ces temps de mauvais sondages, il a sans doute apprécié l'accueil. Enfin, en général. Il est surtout venu parler aux élus corses et leur parler d'économie. Un plan exceptionnel d'investissement est en cours, près de 2 milliards d'euros jusqu'à 2017. Le Premier ministre voulait vérifier les débuts d'application de ce plan. Il faut se mobiliser pour le développement économique et social de la Corse.
L'économie d'abord et pas de nouveau statut. Là-dessus, Jean-Pierre Raffarin a trouvé des soutiens, même à gauche. Il y a du répondant en Corse pour travailler. Il y a des moyens qui ont été mis en jeu, le PUI par exemple. C'est un discours qui me va. En revanche, le discours ne va pas du tout aux nationalistes. Ils exigent toujours un nouveau débat sur les institutions de la Corse. À défaut d'institutions, Jean-Pierre Raffarin a évoqué la violence, notamment avec les gendarmes récemment victimes d'attentats. Pendant les quelques heures de son voyage en Corse, Jean-Pierre Raffarin est venu tourner définitivement la page du référendum de l'été 2003. Il est venu également insister sur le développement économique et il a résumé sa démarche en une formule. Pour moi, la Corse, ce n'est pas un dossier, mais une région. J'en viens à cette affaire d'esclavage moderne à Bondy, impensable. Et pourtant, cette affaire concerne une mère de 36 ans et sa fille. C'est sur le balcon pendant des heures que cette femme était enfermée. C'est là qu'elle a été retrouvée dans un état de choc profond. Mathias Sillon, Guillaume Michel. Au 4e étage de cet immeuble, une mère et sa fille ont été frappées, insultées, exploitées pendant 8 mois. En avril dernier, la mère est expulsée de son appartement. Un couple propose de l'accueillir, elle et sa fille. Derrière les bonnes intentions, un cas d'esclavage moderne. La mère doit faire le ménage gratuitement. Elle est battue à coups de barre de fer. Les gardiens de l'immeuble n'ont rien vu, rien entendu. Moi, j'aurais jamais cru que cette dame, elle était comme bonne chez eux. Hein. Ça, j'aurais jamais cru. Hein. Et alors apparemment, elle était battue, pas payée. Il paraît. Et ça, c'est ce qui s'est dit. Mais bon, il faut dire aussi que quand on les voyait comme ça, on ne pouvait pas se douter. Il y a 2 jours, un voisin aperçoit une femme prostrée sur le balcon. L'alerte est enfin donnée. Scolarisée dans ce collège, sa fille de 14 ans est traumatisée mais ne dit rien à personne. En juin dernier, elle était hospitalisée pour anorexie. La maman était tellement menacée, tellement frappée qu'effectivement la jeune fille n'osait pas en parler et que visiblement son comportement dans son établissement scolaire était exemplaire. Depuis mercredi, la mère et sa fille vivent dans un logement d'urgence. Le couple auteur des maltraitances a été mis en examen. Le parquet a demandé son placement en détention. Tout aussi impensable, ce calvaire vécu par un salarié camerounais travaillant pour une entreprise dans le Bas-Rhin. Ses collègues lui ont tendu un guet-apens. Depuis des semaines, il subissait des injures racistes. Cette fois-ci, ils l'ont ligoté. Une plainte a été déposée. Christine Boss, Virginie Liado. Théodore Nkamdo n'a jamais oublié ce jour fatal de janvier 2003, lorsque ses collègues de travail l'ont ligoté à un poteau de l'atelier à l'aide de rubans adhésifs. L'un d'entre eux pose hilar sur la photo. Les gens sont venus, des collègues à moi, hein, on m'a poussé sur le poteau et puis on m'a arrêté la main et puis j'étais comme ça dans cette position et on a commencé à me scotcher et ma tête était coincée comme ça sur l'autre poteau. Rires et invectives, l'ouvrier camerounais est resté ainsi 10-15 minutes, appelant à l'aide. Depuis des mois, il était victime d'insultes racistes. Quand je m'approche, on me dit sa race, voilà. C'était des nuances comme ça. Et quoi d'autre? Et parfois on entendait sale nègre ou je sais pas. Lorsque Théodore met la main sur la photo qui circule dans l'entreprise, il avertit son chef d'atelier. Ce sera la descente aux enfers. C'est M. Nkamdo qui est pourchassé, harcelé, y compris par l'entreprise, qui lui a mis des jours de mise à pied, puis qui lui a pris une partie de son salaire, et en fin de compte, qu'il l'a rétrogradé, en sachant que la rétrogradation est rarissime en droit du travail. Donc là, véritablement, on est devant quelque chose de caricatural et de terrible. Une plainte pour discrimination raciale vise l'entreprise Osram, qui emploie 1000 personnes à la fabrication d'ampoules. Ici, l'affaire embarrasse. Ils ont fait une action est-ce que c'est 3e mi-temps ou j'en sais rien. Ils ont fait une petite fête, je ne sais pas. On va se clarifier ça. 3 des 4 salariés incriminés auraient quitté l'entreprise. Théodore Nkamdo, lui, est en arrêt maladie depuis 6 mois à cause d'une maltraitance raciste au travail, comme l'indique son certificat médical. La loi sur la laïcité, entrée en application depuis la rentrée, concerne la communauté musulmane, mais aussi les sikhs qui portent un turban. En effet, la religion sikh interdit à ses fidèles de se couper les cheveux et exige que les hommes portent un turban. 3 adolescents par conviction religieuse ont été scolarisés à l'écart dans leur lycée à Bobigny. Ce soir, le conseil de discipline statue sur leur sort. Florence Griffon, Mathias Second. Au lycée Louise Michel de Bobigny, tous les élèves acceptent de retirer leur couvre-chef depuis la rentrée.
Les jeunes musulmanes ne remettent leur foulard qu'à la fin des cours, à la sortie. Une règle que 3 élèves refusent d'appliquer. Comme lui, ils sont sikhs. À quelques minutes de leur conseil de discipline, ils n'en démordent pas. Pas question d'ôter leur turban. Je le porte depuis toujours. J'ai fait toute ma scolarité avec et c'est pas aujourd'hui que je vais l'enlever à cause d'une loi qui est pour moi une injustice qui m'enlève le droit de l'éducation. Dans la religion sikh, barbes et cheveux ne peuvent être coupés et doivent être impérativement cachés 24 heures sur 24. Voilà ce que leur avocat compte plaider. Les sikhs ont fait une concession. Ils acceptent de se passer du gros turban, entre guillemets, à un turban beaucoup moins ostentatoire, beaucoup plus léger, qui s'appelle le keski. C'est aujourd'hui un tissu qui n'est absolument pas ostentatoire, qui ne nous apparaît pas comme un signe religieux manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. 18h30, c'est l'heure du conseil de discipline. Après 1h15 de délibération, la première sanction tombe. Ça s'est soldé par une exclusion définitive à exécution immédiate et sans sursis du premier élève sikh. Donc on imagine bien que pour les 2 autres, ce sera la même chose exactement. Sur les 640 élèves qui refusaient d'appliquer la loi sur la laïcité à la rentrée, 90% ont finalement changé d'avis. Pour la toute petite minorité restante, les conseils de discipline comme celui-ci ont lieu ces jours-ci. Pour l'heure, le sort des 2 autres adolescents n'est pas encore connu. L'actualité internationale, les combats ont repris en Côte d'Ivoire, une situation préoccupante. Les Nations Unies ont décidé de suspendre toute opération humanitaire, rappelant que sur place, Paris a envoyé un contingent de 4000 soldats français. Richard Binet. On croyait la situation apaisée, mais le feu a repris à Bouaké, la capitale du nord de la Côte d'Ivoire, contrôlée par les rebelles. La ville a été à nouveau bombardée ce matin par 2 chasseurs des forces armées fidèles au président Gbagbo. 3 morts, des dizaines de blessés. Les 4000 soldats français n'ont pas reçu l'ordre de s'interposer et ne peuvent que constater les dégâts. Ce qu'on peut confirmer aujourd'hui, c'est de nouveau 2 attaques aériennes. Et puis autrement, à 14 h, 2 Su-25 ont tiré à la roquette contre un checkpoint sur Séguéla. Pourtant, en janvier 2003, les accords de Marcoussis, signés sous l'égide de la France, devaient consacrer la paix entre les 2 camps. Retrouvailles de façade, les insurgés n'ont pas rendu les armes, le président Gbagbo s'impatiente et semble vouloir reprendre les hostilités. Nous condamnons ces raids et nous disons que la seule solution en Côte d'Ivoire, c'est celle qui doit se faire à partir de l'application de ces accords qui avaient reçu l'aval de tout le monde, qui doivent se traduire par la préparation des élections et en même temps par le désarmement. Tout aussi inquiétant, cet après-midi, la résidence d'Alassane Ouattara, un dirigeant du Nord modéré, a été incendiée par ceux qu'on appelle ici les jeunes patriotes. Des fidèles du président Gbagbo, désireux d'en découdre et qui pourraient à terme retourner leur colère contre les 10 000 Français de Côte d'Ivoire. Au sommet de Bruxelles, avec comme invité vedette le chef du gouvernement intérimaire de Bagdad, la question irakienne a bien sûr été au cœur des discussions. Un accord a été trouvé pour une aide financière. Ayad Alaoui lui-même s'est félicité de l'attitude de l'Europe, mais le président français a évité de rencontrer le Premier ministre irakien. Sur place, Christian Marimono, Jean-Paul Chapelle. Le Premier ministre irakien, Ayad Alaoui, était l'invité du Conseil européen. Il est venu chercher le soutien politique, mais surtout financier des Européens. Une absence remarquée, celle du président Jacques Chirac. Il s'est envolé pour Abu Dhabi afin d'assister aux obsèques de son ami, le cheikh Zayed. Le président refuse toute mauvaise interprétation. Non mais attendez, je n'ai jamais refusé de rencontrer le Premier ministre Alaoui. Je l'ai d'ailleurs rencontré aux États-Unis au moment du G8. Le Premier ministre Alaoui a sa personnalité, il a parfois des propos qui peuvent séduire, plus ou moins. Et je n'ai aucun problème, naturellement, avec les autorités irakiennes. L'Europe est prête à des efforts financiers. Elle a versé 300 millions d'aides alimentaires et versera 30 millions pour l'organisation des élections prévues en janvier prochain. Dans ce contexte, le Premier ministre irakien veut mettre un terme à toute polémique. Je n'ai jamais dit que l'Europe joue un rôle de spectateur. L'Europe a été très généreuse dans l'aide qu'elle a apportée aux Irakiens dans notre lutte contre le terrorisme. Face à l'Irak, l'Europe ne présente pas un front uni. Certains pays comme la Grande-Bretagne sont aux côtés des troupes américaines, d'autres commencent à retirer leurs soldats, c'est le cas de la Hongrie. Quant à la France et l'Allemagne, pas question de présence militaire à Bagdad.
C'est la fin du Ramadan ce soir à l'Institut du monde arabe. La rupture du jeûne a été organisée en solidarité avec les otages français par Reporters sans frontières et le Conseil français du culte musulman. Une nouvelle occasion de montrer l'union sacrée en France devant cette prise d'otages. Participaient à cette action les membres des familles de Christian Chesneau et Georges Malbruno qui sont retenus depuis le 20 août dernier. En médecine, une avancée majeure qui concerne la myopathie de Duchenne. Si cette découverte tient toutes ses promesses, elle pourrait offrir un espoir d'amélioration pour ces enfants qui ont une dégénérescence musculaire. Grâce à la thérapie génique, les expériences sur des souris ont montré qu'il était possible de reconstituer des muscles. C'est une équipe française financée par le Téléthon qui est à l'origine de ces travaux. Jean-Daniel Flézaquier. C'était à l'automne 2003. Kevin, un petit myopathe québécois, nous disait ses difficultés au jour le jour. Je peux plus courir. Tu peux plus courir du tout? Non. Un an plus tard, dans le laboratoire du Généton à Évry, des chercheurs viennent de réussir à guérir les muscles de souris myopathes en corrigeant une erreur génétique. Un muscle sain est constitué de milliers de fibres. À l'état normal, chaque sollicitation endommage une partie d'entre elles, mais grâce à la dystrophine, une protéine qui joue un rôle d'amortisseur, le muscle se répare. Le problème, c'est que les myopathes ne fabriquent pas de dystrophine et leurs muscles se détruisent inexorablement. La protéine dystrophine est fabriquée par la cellule musculaire à partir d'un assemblage de 79 éléments. Chez la souris myopathe, un de ces éléments est défaillant. Résultat, la synthèse de la protéine ne peut pas se faire. Les chercheurs ont fabriqué un système de correction qu'ils ont appelé U7. Déposé par un virus dans les cellules du muscle, ce système vient se coller sur l'élément fautif qui va être ainsi éliminé. Résultat, la protéine est à nouveau fabriquée, plus courte, mais avec les mêmes fonctions. À 6 mois de recul, sous le microscope, il n'y a quasiment aucune différence entre le muscle traité et le muscle normal. Si on transpose les résultats souris chez l'homme, on s'attend à avoir une amélioration assez rapide des muscles traités. Cette amélioration doit être visible après 1 mois, 2 mois après injection. Les premiers essais sur les malades sont prévus fin 2006. Pour Kevin, c'est déjà un peu tard, il se déplace désormais en fauteuil roulant. Le Téléthon, je le précise, aura lieu cette année les 3 et 4 décembre prochains. Pour faire face à la baisse des fidèles et pour pallier à la difficulté de trouver un logement, une idée originale en Grande-Bretagne, transformer entre autres des églises en appartements. Correspondance Laurent Boussier. Les horaires des messes sont toujours affichés et pourtant il y a bien longtemps que ni les chœurs des paroissiens ni les sermons du pasteur anglican n'ont résonné entre ces murs. Welcome to visit the apartment. Une église transformée en appartement, si la chose n'est pas nouvelle, à Londres, elle devient carrément à la mode. Entre vitraux, pierres de taille, ouvertures gothiques et petits jardins privatifs, ce genre de logement se vend aujourd'hui comme des petits pains. Les gens adorent parce que c'est assez unique, il n'y en a pas tant que cela sur le marché, c'est donc un peu plus cher. Mais les jeunes de la City qui veulent quelque chose de différent se les arrachent. À 450 000 € pour un 3 pièces, on est légèrement au-dessus des prix londoniens. L'opération financière est donc bonne pour les promoteurs et pour l'église anglicane qui, accompagnant la baisse du nombre de ses fidèles, a vendu depuis une trentaine d'années près de 2000 de ses lieux de culte. Rénovées, ces églises sont transformées en appartements, mais aussi en bureaux, écoles, magasins et pour au moins l'une d'entre elles, en studio d'enregistrement. Dôme du 19e siècle et acoustique parfaite, depuis 10 ans, les plus grands musiciens, les plus grands artistes viennent enregistrer ici. L'acoustique dans une église est certainement la meilleure que l'on puisse avoir, sauf dans un bâtiment spécialement créé pour ça, car tout a été conçu pour porter la voix d'un homme. Une reconversion réussie qui préserve l'existence de ce magnifique bâtiment construit en 1880. C'est d'ailleurs la raison principale évoquée par les responsables de l'église anglicane qui préfèrent voir les églises rénovées plutôt que détruites. Avec quand même comme seul interdit les sex shops qui n'ont pas leur place dans ces lieux anciennement consacrés. Le Vendée Globe, parmi les 20 concurrents qui vont s'élancer dimanche, 2 femmes seulement à prendre le départ de cette 5e édition de la course à la voile autour du monde en solitaire et sans escale. Parmi elles, Anne Liardet, 43 ans, une mère de famille qui n'a pas froid aux yeux et qui a su mettre pendant plus de 15 ans sa passion pour la mer entre parenthèses, le temps d'élever sa famille. Emmanuel Tissier, Guillaume Michel. Une mer autour de la terre. Anne Liardet est un marin et une maman. Dimanche, cette Bretonne de 43 ans laissera au port ses 3 enfants. Sans peur, sans regret, Anne change de vie, l'appel du large.
heureuse en mer, en solo, un mois, quand ça... Bon, j'ai jamais fait l'expérience d'une si longue durée, donc c'est ça l'inconnu. Donc, est-ce que ça me plaira? Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas maintenant. En tout cas, pour l'instant, ça m'attire. Navigatrice de toujours, Anne Liardet a mis sa passion entre parenthèses pour s'occuper de sa maison et de ses enfants pendant 15 ans. Les ados ont dû se faire une raison. Maman voulait larguer les amarres. Bon, j'étais pas très contente, mais en même temps, j'étais assez contente pour elle. Bah, c'est ce qu'elle fait, je pense. Parce que s'il y avait trop de risques, elle partirait pas. Mais puisqu'elle a envie de le faire, faut l'encourager. Et les filles, vous allez ranger votre bazar un peu, vous allez faire un peu de place, s'il vous plaît. Ils étalent leur bazar tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. C'est pour échapper un peu à ça que vous partez faire le tour du monde, Anne ? Ah, peut-être. Qui sait. Premier Vendée Globe, petit budget. Anne et son équipe ont cravaché jusqu'aux derniers instants pour être prêts le jour J. Le bateau, lui, a de l'expérience. 6 tours du monde, aux mains notamment de Philippe Monet et Philippe Poupon. Impressionnés tous les deux par la volonté féroce de la navigatrice. Donc je crois que le côté maritime, elle s'y connaît, et puis là on est là par amitié pour la soutenir et lui dire qu'elle fait une belle chose que d'aller faire ce tour du monde. Parfois, les enfants prennent le large un peu trop vite. Anne Liardet a décidé de faire l'inverse. Fini les corvées, bonjour la liberté. Dimanche, elle s'en va, seule en mer. Football avec la démission de Jacques Santini du club de Tottenham. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football entraînait le club anglais depuis la rentrée. Jacques Santini rentre en France pour raisons personnelles. Du tennis, le russe Marat Safin s'est qualifié cet après-midi pour la demi-finale du tournoi de Paris-Bercy après avoir battu l'Ethan Hewitt en 2-7, 6-4, 7-6. Demain, Marat Safin affrontera l'Argentin Guillermo Cañas. De la danse avec le Songe de Médée à l'Opéra Garnier. Le créateur Angelin Prejlocage revisite cette histoire de la mythologie grecque. Emmanuel Lambert, Éric Delagneau. Dernier moment de concentration, ultime échauffement avant de monter sur scène. Les chorégraphies d'Angelin Prejlocage mettent généralement les danseurs à rude épreuve. Là, je vais me chauffer surtout le dos et les articulations en fait, pour pas se faire mal, parce que c'est assez violent. Violent comme le destin de Médée, une femme trahie, rejetée par son époux, le guerrier Jason. Commence alors le ballet de l'amour impossible. Mais on ne trompe pas la fille d'un dieu de l'Olympe. Je cherchais des héroïnes mythologiques et c'est vrai que le Médée s'est imposé très rapidement, comme à la fois quelqu'un de très passionné, une magicienne aussi, puis en même temps quelqu'un d'assez barbare. Ils sont innocents, mais les victimes, ce sont eux, les enfants de Médée. Au-dessus de leur tête, des seaux remplis d'amour, de haine, de violence, les sentiments de leur mère, prêts à se déverser à flot sur eux. Pendant ce temps, Jason succombe à son amante, plongé dans une musique de plus en plus oppressante. Bien sûr, bon, on se sert du son et de choses comme ça, mais je veux dire que les mouvements d'eux-mêmes sont tellement violents qu'en fait on n'a pas besoin de surexprimer ou de surenchérir. Emportée par sa furie, la mère commet l'irréparable infanticide. Une chorégraphie noire et puissante, Angelin Prejlocage revisite le mythe de Médée avec virtuosité. Pour les passionnés de Star Wars, en guise de cadeau, ces toutes premières images de Star Wars épisode 3, signé bien sûr George Lucas. Le montage du film est achevé. Il sortira partout dans le monde le 18 mai prochain. Regardez plutôt. Lord Vader. Yes, Master. Rise.
Avant de refermer ce journal, cette rectification bien nécessaire, contrairement à ce que j'ai dit, la fin du Ramadan est fixée au 15 novembre prochain. Ainsi se termine cette édition. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo présentée par Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55 PJ, 0h40 le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, thé au café. Catherine Sellac recevra le dessinateur Zep, l'auteur de Titeuf. Demain midi, Face à l'image, présenté par Paul Naon et Bernard Benjamin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.